Bonjour à tous, mon nom est Gabriella, je suis agente de communication au Centre de recherche en infectiologie porcine et avicole, le CRIPA. Donc aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la vaccination des oiseaux d'élevage. Je suis super chanceuse d'être accompagnée de Cynthia Philippe, vétérinaire à l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Au Québec, 32 élevages ont été touchés par l'influenza aviaire H5N1 avec plus de 600 000 oiseaux affectés. Comment cette épidémie a-t-elle évolué depuis le premier cas en avril 2022 et quelles mesures ont été prises pour contenir la propagation du virus? Oui, alors en fait, depuis avril 2022, on compte 53 sites qui ont été touchés par l'influenza aviaire. On en a eu 47 durant les 3 premières vagues. Et puis, lors de la dernière vague, de cette quatrième vague qui se termine, nous avons eu 6 cas. Dans la quatrième vague, ça représente environ 165 000 oiseaux affectés. Il y a quelques particularités qu'on peut noter au Québec, entre autres, contrairement à la majorité des autres provinces, les détections n'ont pas nécessairement suivi les saisons migratoires, hein. Et puis, à noter aussi que les réseaux de production de canards ont été vraiment très présents. On parle de 19 fermes sur 53 cas. Une autre particularité qui a fait partie de l'évolution, c'est au courant de la troisième vague, lorsqu'on a détecté des souches de virus d'influenza aviaire hautement pathogène qui démontrent des adaptations mammifères. Alors, il faut savoir, lorsque le virus de l'influenza aviaire se réplique, il est connu pour son processus de réassortiment qui peut conduire à des nouvelles grappes virales. Ce qu'on pense qu'on a observé, c'est que le virus a d'abord été transmis des oiseaux vers les mammifères. Il s'est alors répliqué, il s'est adapté aux mammifères. Et ensuite, on a détecté ces mêmes souches adaptées aux mammifères dans la volaille domestique. Ça nous laisse penser qu'il y a peut-être plus de contacts qu'on aurait pensé au départ entre la volaille domestique et les mammifères, tels que les charognards. Et en termes pratiques, ça met en lumière l'importance de la bonne gestion des oiseaux morts pour vraiment éviter le contact entre les oiseaux morts et les charognards. En termes de mesures prises pour contenir la propagation du virus, il y a déjà des actions assez standards. Donc, à chaque cas, l'ASIA va suivre une série d'actions sur le lieu infecté comme tel et dans les alentours. Alors, sur le lieu infecté, bien, on parle d'abattage sanitaire, d'élimination des carcasses de la litière, des matériaux contaminés, suivi du lavage et des infections. Il y a tout un exercice aussi de retraçage qui s'effectue pour aller identifier les cas contacts. Et c'est important parce que d'abord, ces cas contacts, ils sont plus à risque d'être infectés. Donc, ils vont être placés sous quarantaine. On va aussi effectuer des tests. Donc, ça permet une détection précoce d'autres cas potentiels. À noter que pour nous aider, on a tout un réseau de laboratoires à l'échelle du pays qui effectue ces tests et qui aide à prendre action rapidement. Au Québec, c'est le laboratoire du MAPAC qui effectue ces tests. Finalement, l'ASIA, il y a aussi une zone de contrôle qui est établie par l'ASIA autour de chaque lieu infecté, hein. On parle de 10 km autour de chaque lieu infecté. Et à l'intérieur des zones, déjà, tous les déplacements sont contrôlés et il y a une surveillance active. Donc, on va aller tester. Et donc, ça vise à limiter la propagation parce que les déplacements sont contrôlés. Aussi, ça vise à une détection rapide puisqu'on va aller tester. Et donc, ça vise à détecter les cas qui auraient pu être infectés à proximité d'un lieu infecté. Ça joue aussi un autre rôle au niveau du commerce international, ces zones, puisque pour tout ce qui est en dehors du commerce international, ça peut assurer une continuité. Un élément aussi au niveau de l'évolution, c'est des mesures, dans le fond, c'est qu'elles ont évolué, ces mesures. Donc, notre plan d'intervention, il est toujours en évolution. Donc, au fur et à mesure qu'on rencontre des situations particulières, au fur et à mesure qu'on a des informations nouvelles, on est en mesure de mettre à jour le plan, puis de continuer à améliorer, dans le fond, la réponse, la rendre plus efficace, la rendre mieux ciblée. Un exemple que je donnerais, c'est au niveau de la surveillance active, où maintenant, la grande majorité de la surveillance active s'effectue auprès d'oiseaux morts, ce qui est bien ciblé puisque le virus
génère de la mortalité. Et puis aussi, c'est beaucoup plus efficace. Ça demande beaucoup moins de ressources d'aller échantillonner des carcasses qui sont déjà placées dans un bac en bordure de route versus envoyer des équipes à l'intérieur de bâtiments pour attraper des oiseaux vivants et les échantillonner. Les élevages américains sont immenses, ce qui rend les conséquences de l'introduction du virus particulièrement catastrophiques. Comment la taille des élevages au Canada, en comparaison avec les États-Unis, influence-t-elle la gestion des risques liés à l'influenza aviaire et quelles sont les leçons que le Canada peut tirer de l'expérience américaine en matière de prévention et de contrôle des maladies aviaires? En termes de gestion des risques relatifs à la taille des élevages, en fait, les mêmes principes sont appliqués, hein. Donc, les mêmes principes pour quand on veut prévenir l'introduction du virus dans un élevage, peu importe sa taille, c'est toujours les mêmes principes qu'on applique. Donc, il n'y a pas beaucoup de leçons à tirer peut-être, mais par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque on a affaire à des fermes de très grosse taille, les conséquences liées à l'introduction du virus l'influenza aviaire hautement pathogène sur une très grande ferme sont plus élevées, puisque l'abattage sanitaire s'applique à tous les oiseaux sur le site. Puis lorsqu'on a un très, très gros complexe, disons 1 million d'oiseaux sur un site, juste même au niveau logistique, de mettre en application cet abattage sanitaire et l'élimination qui en suit devient beaucoup plus complexe. Les grands complexes américains, ils ont été conçus au niveau d'une efficacité des coûts de production et ça fonctionne très bien. Par contre, lorsqu'il y a une introduction, ben, les conséquences sont plus sévères. Et ces grands complexes américains, à la base, ils ont été conçus encore une fois pour, au niveau de minimiser les coûts de production, les rendre très efficaces. On n'a pas intégré, par contre, des séparations à l'intérieur d'un même complexe. Donc, l'abattage sanitaire, dans le fond, il s'applique en une unité épidémiologique. Alors, s'il n'y a pas de séparation, ben, tous les oiseaux sur le lieu doivent y passer, dans le fond. Une considération pour le futur, ça serait vraiment de concevoir peut-être encore des grands complexes, mais avec des séparations nettes opérationnelles et structurelles, qui fait que peut-être on peut penser à plusieurs unités épidémiologiques à l'intérieur d'un même complexe. Ça serait une considération pour le futur qui s'appliquerait évidemment très bien aux États-Unis, mais peut-être aussi sur certaines fermes de nos fermes à nous qui sont quand même pas si petites que ça non plus. Actuellement, les vaccins disponibles à l'étranger sont principalement injectables, mais il y a la possibilité d'administrer le vaccin dans l'eau ou la nourriture des oiseaux. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ces méthodes alternatives pourraient être plus praticables, surtout à l'heure des pénuries de main-d'œuvre dans le secteur agricole? Quels sont les avantages et les limitations associées à chaque mode d'administration envisagé? Bien. C'est sûr que l'administration d'un vaccin, surtout par méthode injectable, ça représente un défi, c'est pas même une barrière dans certains cas. Et c'est sûr que si on pouvait avoir accès à un vaccin qui puisse s'administrer par des méthodes d'administration de masse comme dans l'eau de boisson, ça serait idéal. Ceci dit, le mode d'administration des vaccins est lié au type de vaccin aussi. Alors, les vaccins qu'on administre généralement dans l'eau de boisson ou par vaporisation, ce sont généralement des vaccins vivants atténués. Or, ce type de vaccin n'est pas autorisé pour des maladies comme l'influenza aviaire hautement pathogène, dû au risque potentiel d'inversion de la souche atténuée en souche hautement pathogène, soit par réassortiment ou par mutation. Donc, peut-être que dans un avenir un peu plus lointain, il y aura certaines nouvelles technologies qui seront développées, qui pourront permettre, mais dans un avenir rapproché, c'est pas quelque chose qui va être disponible. Donc, dans un avenir rapproché, on parle plus de vaccins inactivés et qui sont des vaccins injectables. Et là, oui, c'est un défi logistique puisqu'il faut attraper chaque oiseau individuellement, l'injecter individuellement, et ça 2 fois en quelques semaines d'intervalle. Donc, c'est vraiment, et puis tout le monde ne peut pas le faire. Ça prend quand même une main-d'œuvre entraînée, spécialisée dans la manutention des oiseaux, l'injection. Donc, ça reste un défi.
Il y a aussi un troisième type de vaccin qu'on peut mentionner qui sont intéressants, c'est les vaccins recombinants. Alors, expliquer vraiment simplement un vaccin recombinant, c'est on a un virus vectoriel qui agit comme vecteur et dans lequel on va incorporer une petite portion du virus d'influenza aviaire hautement pathogène. Donc, une fois dans l'oiseau, là, c'est le virus vectoriel avec cette petite composante de virus d'influenza qui va se multiplier et donc qui va, en se multipliant, générer une réponse immunitaire à l'influenza aviaire puisqu'on a incorporé cette petite composante. Donc, c'est un type de vaccin qui peut être administré généralement de façon automatisée au niveau des couvoirs. Donc, c'est une voie qui ça a sa place. Évidemment, ça ne s'applique qu'aux oiseaux d'un jour. Donc, si on se met dans une perspective de vaccination en urgence, on voudrait couvrir un territoire rapidement, ça nous permettrait vraiment de couvrir les très jeunes oiseaux. Il faudrait complémenter avec des injectables. Peut-être en résumé, dans un avenir proche, il ne faut pas s'attendre à avoir des vaccins disponibles qui puissent être administrés dans l'eau de boisson ou autres méthodes d'administration de masse. Je dirais que les vaccins recombinants là, avec l'administration automatisée au couvoir, ils se rapprochent peut-être le plus. Le retour des oiseaux migrateurs est associé à une propagation rapide du virus de la grippe aviaire. Quelles mesures sont mises en place pour surveiller et prévenir la propagation du virus des espèces sauvages aux animaux de la ferme? Donc, d'abord, le volet surveillance des oiseaux sauvages. Il faut savoir qu'il existe des programmes de surveillance d'oiseaux sauvages. Ça nous vient du réseau canadien pour la santé de la faune et dans un volet vraiment de partenariat. Donc, c'est une surveillance, c'est un programme de surveillance nationale multi-agences, en partenariat avec les gouvernements provinciaux territoriaux, la SIA, l'Agence de la santé publique du Canada, Environnement Canada. Et ce programme de surveillance a été mis en place au départ en 2005. Il a été bonifié depuis, suite aux détections là, du virus à la fin 2021. Il comporte deux grands volets. D'abord, soit une enquête sur les oiseaux morts et aussi une enquête sur les oiseaux vivants. Il y a certaines espèces qui sont plus ciblées, donc on va cibler. On va cibler des espèces où on a soit observé, où on a des préoccupations par rapport à des impacts au niveau de la population de l'espèce elle-même. On peut penser aux fous de bassin. On va cibler aussi les espèces qui sont identifiées comme des espèces clés de réservoir. On peut penser aux canards sauvages. Et puis, on va aussi cibler des espèces qui peuvent agir de pont, qui peuvent faire le pont entre plusieurs espèces. Donc, il faut savoir que ces données-là sont disponibles publiquement sur le site web du Réseau canadien pour la santé de la faune. Il y a aussi un autre tableau de bord qui est très intéressant, qui est aussi en partenariat avec la SIA, ECCC et le Réseau canadien pour la santé de la faune. Et ça répertorie toutes les détections dans les oiseaux sauvages, les mammifères ainsi que la vie domestique. Et on peut visualiser les données sous différents angles. Et c'est accessible publiquement également. Donc ça, c'est au niveau de la surveillance. Au niveau des actions pour prévenir la propagation des oiseaux sauvages vers les animaux de la ferme, d'une part, on met les données de surveillance disponibles. D'autre part, il y a tout un volet de communication parce qu'on on va revenir dans le fond, au principe de biosécurité, mais donc il y a tout le volet de la communication pour renseigner les gens. Ça, je vais donner quelques exemples qui me viennent des actions de l'agence. Donc, que ce soit de répondre aux appels des médias, aux demandes de renseignements du public, de tenir un site web à jour avec des renseignements récents sur l'influenza aviaire hautement pathogène. Il y a des publications régulières sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, avec du contenu qui vise soit les exploitants commerciaux, tout comme les propriétaires de petits élevages. Il y a aussi des activités de sensibilisation qui sont menées, ainsi que des campagnes publicitaires en période migratoire du printemps et de l'automne. Donc, il y a quand même pas mal d'activités au niveau communication.
Et puis, j'ajouterais que les recommandations, on va parler encore d'appliquer des bonnes pratiques de biosécurité et les recommandations au niveau de la biosécurité, elles sont faciles d'accès. Il y en a qui sont publiées sur le site web de l'agence, à la fois pour les élevages commerciaux et les petits élevages. Au niveau de la province du Québec, le MAPAC, ainsi que l'ECMA, l'équipe québécoise du contrôle des maladies avicoles, offre également des renseignements sur les pratiques de biosécurité. La biosécurité est la principale mesure de protection pour les éleveurs. Pouvez-vous expliquer en détail en quoi consistent les protocoles de biosécurité recommandés aux éleveurs pour prévenir la propagation de la grippe aviaire dans leur élevage? Quels sont les défis spécifiques auxquels ils sont confrontés et en quoi les prochains mois pourraient-ils voir une augmentation des cas dans les élevages? D'accord. Je sais qu'au cours des 2 dernières années, on a quand même amassé pas mal de connaissances, ce qui a permis de cibler les facteurs de risque et aussi les mesures, certaines mesures de biosécurité. Donc, je vais en nommer 4 particulièrement importantes. Dans un premier temps, ce sont les procédures d'entrée dans les bâtiments. Donc, on parle d'établir ou de mettre en place des entrées danoises avec des zones bien délimitées de façon à ce que le milieu extérieur reste à l'extérieur et le milieu intérieur où sont les oiseaux reste à l'intérieur. C'est très facile d'amener une contamination environnementale simplement avec une paire de bottes ou bien des lacunes au niveau des procédures d'entrée dans les bâtiments. Deuxième point, c'est au niveau de la gestion des cadavres. Les oiseaux morts ne doivent pas être à la portée des charognards. Donc, des pratiques comme conserver les oiseaux morts dans un bac fermé, ne pas avoir les cadavres sur le sol à l'extérieur, même si c'est temporaire. Et puis, lorsque du ramassage par le camion d'équarrissage, c'est d'amener ces bacs-là vers la route et non pas que le camion d'équarrissage qui passe de ferme en ferme vienne vers les bâtiments. Donc, on garde aussi loin de la ferme que possible. Troisième point, c'est au niveau de la présence d'oiseaux sauvages sur le site. Donc, de décourager, de prévenir la présence d'oiseaux sauvages. Donc, des pratiques qui peuvent, à la fois à l'intérieur des bâtiments et autour des bâtiments. Donc, comme pratique, on parle par exemple de nettoyer de la moulée qui peut s'accumuler sur le sol, par exemple, en dessous des silos de moulée. Éviter les points d'eau accessibles aux oiseaux sauvages. On peut aussi utiliser certaines technologies là, pour éloigner les oiseaux. Alors, par exemple, des technologies qui émettent des bruits d'oiseaux en détresse ou des sirènes qui démarrent régulièrement. Et puis, le quatrième point, c'est l'intégrité des bâtiments. Donc, on parle de garder des bâtiments étanches à la vermine, aux oiseaux sauvages, et étanches à l'eau également. Donc, si on a des infiltrations d'eau lors de dégel ou de pluies importantes, ça aussi, ça peut être une façon d'introduire le virus dans un bâtiment. On termine la 4e vague de cas d'influenza aviaire. La 5e vague est tout près de nous avec la remontée des oiseaux vers le nord. Donc, on s'attend à une augmentation des cas là, avec la migration du printemps. La mesure de protection la plus efficace et disponible, ça demeure des mesures de base de biosécurité dont on vient de parler. Et ça, comme tel, il y a de certains défis de mettre en application un programme de biosécurité, ça vient avec certains défis. D'abord, ça demande un certain investissement de temps, ça demande un certain intérêt, ça peut demander aussi un investissement financier. Et puis, ça demande d'être bien ciblé. Donc, chaque ferme a ses particularités, a ses défis. Donc, ça demande de vraiment bien cibler les actions. Et puis, finalement, ben, ça se vit au quotidien, la biosécurité. Donc, c'est le défi de développer cette culture de la biosécurité pour vraiment qu'il y ait une observance qui soit en place. Quel est l'impact du type d'élevage en basse-cour dans la transmission de la maladie et des mesures de biosécurité? En fait, l'impact des oiseaux de basse-cour sur la transmission, elle est assez limitée. Donc, les petits élevages sont plus à risque peut-être d'être infectés de par leur pratique. Donc, on parle d'oiseaux à l'extérieur, possiblement avec un point d'eau, possiblement avec des canards sauvages qui peuvent se mêler aux oiseaux de basse-cour. Donc, le risque de contact, le risque d'infection est plus élevé, mais généralement, on ne les retrouve pas beaucoup impliqués dans la transmission d'un élevage à l'autre.
Généralement, ils sont plus isolés des autres élevages. Puis aussi, ils sont, de par leur taille, ils vont générer une charge virale plus petite. Donc, même si tous les oiseaux d'une basse-cour sont infectés, comparativement à un élevage commercial, la charge virale qui va s'en dégager reste plus petite. Il y a une exception, ceci dit, qui sont les contacts lors des encans ou des foires agricoles. Je vais donner un exemple de la transmission lors d'un encan en Ontario en 2022, où il y a eu des oiseaux infectés qui ont été amenés d'un site qu'on ne connaissait pas être infecté. Certains de ces oiseaux ont été ensuite amenés à différentes fermes. Donc, un cas en fait, en a généré 4 autres, 3 en Ontario et 1 au Québec. Donc, en résumé, les oiseaux de basse-cour avec accès à l'extérieur, particulièrement avec un point d'eau, avec des oiseaux sauvages qui pourraient s'y mêler, sont plus à risque d'introduction du virus. Ils sont rarement impliqués dans la transmission, à l'exception des encans ou des foires agricoles. Dernière question. Les cas d'influenza aviaire sont plus nombreux dans l'Ouest canadien. Cela peut être attribué à la saisonnalité des cas, la mutation du virus et la distribution de l'industrie. Pouvez-vous détailler davantage ces facteurs et expliquer comment ils contribuent à la disparité entre les régions canadiennes en termes de cas d'influenza aviaire? C'est sûr qu'on a plus de cas dans tout l'Ouest, mais on en a vraiment particulièrement de façon démesurée dans la vallée du Fraser en Colombie-Britannique. Et il y a vraiment des particularités. Alors, d'une part, le climat en Colombie-Britannique et dans la vallée du Fraser est plus clément, ce qui fait que les oiseaux sauvages, lors de leur migration, ils restent plus longtemps, voire toute la saison. Donc, au niveau de contamination environnementale qui est amenée par les oiseaux sauvages, c'est plus important dans cette région que dans d'autres endroits au pays. Et puis, il y a aussi beaucoup de points d'eau présents dans la région. Et finalement, le climat hivernal, là, on y revient, ça ressemble plutôt à une longue saison pluvieuse qui convient très bien à la survie du virus. Donc, au niveau saisonnalité et puis d'avoir des cas plus nombreux, ben, la vallée du Fraser est bien garnie, disons, au niveau contamination environnementale. Et là s'ajoute la distribution de l'industrie dans cette même région, qui est la plus dense au pays. Donc, on a énormément d'élevage dans une petite région. Et puis, on retrouve aussi une plus grande diversité dans les types d'élevage, y compris des élevages commerciaux avec accès à l'extérieur. Donc, on combine toutes sortes de facteurs, là. On démarre avec un environnement plus contaminé, beaucoup d'élevages très proches l'un de l'autre, et aussi avec davantage d'élevages commerciaux avec accès à l'extérieur. Donc, c'est un petit peu la tempête parfaite, en fait. Donc, on a non seulement des risques d'introduction du virus plus élevés, mais aussi, on a plus de risques de transmission latérale. On en voit plus dans cette région-là qu'ailleurs, puisque les élevages sont très, très rapprochés les uns des autres. Merci beaucoup pour votre temps, puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Gabriela.